Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé à la philosophie à développer au moment du tournage, et cette fois-ci on arrive à un cours qui est fondamental, qui est l'art du montage. Le montage est l'art d'assembler les plans d'un film pour construire une narration et une continuité cohérente, créer du rythme et diriger l'attention du spectateur. C'est né au début du cinéma, le montage est rapidement devenu un pilier de la narration cinématographique, évoluant avec des techniques très innovantes. C'est un outil de rythme, on parle aussi de pacing en anglais, d'émotion, de storytelling. Le montage va définir l'identité visuelle d'un film. Exemple de grands monteurs, on peut avoir, comme sur la droite, Thelma Schoonmaker, qui a travaillé avec Martin Scorsese, Walter Murch et Dédé Allen. Pourquoi est-ce que c'est essentiel au film? D'abord, en termes d'impact narratif, ça structure l'histoire et ça aide à transmettre l'intrigue en manipulant l'ordre des événements. Ça accélère ou ralentit l'action en fonction de la dramaturgie. Ça oriente l'émotion du spectateur et renforce l'ambiance d'une scène. Ça peut influencer ce que le spectateur perçoit et ressent, lui permettant de voir le film à travers des perspectives multiples. Et en termes d'influence sur le genre, un montage rapide est typique justement des films d'action, tandis qu'un montage plus lent va être plus convenable à des films dramatiques. Les différentes étapes du montage. Tout d'abord, il y a le visionnage des rushs. Une fois qu'on a tourné, on va avoir des rushs, c'est-à-dire des scènes en brut qui ont été tournées le jour J. On va analyser les scènes tournées pour sélectionner les meilleurs plans. En général, on va filmer une fois, deux fois un plan, trois fois, voire quatre fois, voire beaucoup plus de prises. Ensuite, on va faire un découpage et une sélection des prises. Donc on va faire un choix des prises les plus expressives pour chaque scène. On va faire ce qu'on appelle un montage initial, on parle en anglais de rough cut. C'est un assemblage de scènes de façon linéaire pour créer une première ébauche du film. On va faire ce qu'on appelle un fine cut ou un montage final avec un ajustement précis du rythme et des transitions pour affiner la narration. On va faire un mixage audio et une synchronisation, donc on va intégrer de la musique, des effets sonores et des dialogues pour un son plus homogène. Et bien plus tard, arrivent les effets spéciaux et la colorimétrie, avec une finalisation visuelle et des ajustements de couleurs. On va voir un peu de vocabulaire qui sont essentiels pour comprendre les notions principales du montage. Tout d'abord, il y a la coupe. Donc en anglais, c'est le cut. La coupe, c'est la transition entre deux plans qui s'enchaînent directement, sans effet visuel. Ça structure l'histoire et le rythme en influençant la manière dont le spectateur perçoit l'action. Il y a plusieurs types de coupe. Il y a la coupe franche, c'est une transition nette, idéale pour les scènes d'action. On passe sans transition entre un plan A et un plan B. Il y a la coupe de réaction qui permet de montrer les réactions des personnages, ce qui va enrichir la scène. Il y a aussi ce qu'on appelle le jump cut, le saut dans le temps, il y en a bien d'autres. Ça va créer une rupture temporelle, souvent un effet très stylistique. Ça a été notamment utilisé dans le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui va utiliser des jump cuts de façon innovante. On peut voir sur la droite justement deux plans qui viennent du même film. Il n'y a aucune transition entre les deux, donc les deux plans se suivent l'un après l'autre. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est à la même valeur de plan, on a le même sujet, voilà, c'est le même cadrage, mais on est à deux moments différents. On n'est pas dans le même temps. Voilà. Donc il y a un saut dans le temps, sans aucune transition entre ces deux plans-là. Il y a la transition. La transition permet de relier deux plans ou des scènes avec une certaine fluidité, souvent en soulignant une continuité spatiale ou temporelle. Il y a ce qu'on appelle les fondus enchaînés. C'est une superposition d'un plan par rapport à un autre. C'est idéal pour une transition douce. Il y a les fondus au noir ou les fondus au blanc qui soulignent la fin ou le début d'une scène. Il y a les volets. Ce sont des plans glissants pour créer un passage distinct entre deux scènes. Et il y a les fondus en couleur, utilisés pour un effet un peu plus artistique ou symbolique. Quelle utilité dans un film? Ça aide à structurer le récit en marquant des changements de lieu ou de temporalité. Les transitions les plus connues, ce sont les transitions dans les films Star Wars, avec justement des volets, pour marquer la transition entre des lieux. On peut le voir en haut, justement, on passe d'un plan à un autre avec le célèbre volet euh, qui s'enchaîne pour permettre de la transition entre deux plans. Il y a le raccord. Le raccord, l'idée ici, c'est de s'assurer de la continuité visuelle et narrative pour que le spectateur reste immergé dans l'histoire. L'idée ici est de gérer les transitions d'un plan à l'autre
pour créer une impression de fluidité temporelle et spatiale. Il y a différents types de raccords, notamment les raccords de mouvement. On passe d'un plan A à un plan B où il y a un geste qui commence dans un plan A, et il y a un autre plan qui est donc une autre valeur de plan justement. Donc le geste continue, donc on veut faire le raccord entre les deux. Ça va permettre justement, ce raccord, de créer la continuité de geste d'un plan à un autre. Il y a le raccord de regard. Par exemple, quand un personnage regarde un objet ou un personnage, et ben, si on passe à un autre plan sur l'objet qui est regardé ou la personne qui est regardée, c'est un raccord de regard. Il y a le raccord de direction qui assure une cohérence dans la direction de déplacement. Il y a le raccord dans l'axe, c'est-à-dire un changement de distance sans briser la perspective. Et en termes d'importance, ça permet encore une fois de garder le spectateur engagé et rend les actions naturelles. J'ai pris comme exemple ici un des plus célèbres raccords. C'est un raccord qui vient de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Pourquoi ce raccord est un des plus importants de l'histoire du cinéma? Parce qu'en fait, on passe du plan A avec le célèbre os qui est jeté par nos ancêtres australopithèques, qui est jeté dans l'air, et sans transition, on passe de ce plan-là à un plan d'un vaisseau spatial. On fait un saut de 3 millions d'années en une microseconde. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'on suit en fait l'évolution humaine avec juste ce raccord en fait entre les deux plans. Ça permet de faire une ellipse temporelle, d'expliquer toute l'histoire de l'humanité à partir du premier outil utilisé par les proto-humains jusqu'à la colonisation spatiale. Intéressons-nous tout d'abord aux transitions. Donc, on l'a dit, les transitions sont des techniques visuelles pour passer d'un plan à l'autre, d'une scène à un autre, influençant justement la fluidité et la perception narrative. Ça guide l'émotion du spectateur et structure le récit d'une manière intuitive. Dans le film Inception, qu'on voit à droite, les transitions entre les différents niveaux de rêve sont douces ou abruptes selon le besoin de la narration, ce qui va aider à distinguer les réalités sans justement casser le rythme. Il y a la coupe franche, on en a parlé tout à l'heure. La coupe franche, le cut, c'est passer directement d'un plan à un autre, sans effet de transition, c'est la méthode la plus rapide et directe. Ça maintient justement le rythme et la tension, souvent utilisé pour des séquences d'action ou des dialogues rapides. On peut le voir dans Mad Max Fury Road, les coupes franches augmentent la tension et l'immédiateté des scènes d'action. C'est très utilisé justement dans les films d'action, ce qui va contribuer à une cadence immersive. On peut le voir à droite, ce sont des plans qui s'enchaînent sans transition. Il y a le fondu enchaîné, on parle aussi en anglais de dissolve, dissoudre. C'est un plan qui se fond dans un autre avec une superposition temporaire des images. Ça crée une continuité douce, souvent associée à un passage temporel ou émotionnel. Dans Citizen Kane, c'est l'exemple que j'ai pris à droite d'Orson Welles. Les fondus enchaînés marquent les transitions dans la vie du personnage principal, suggérant justement le passage du temps et l'évolution de sa personnalité. On peut le voir à droite, hein, c'est qu'en fait, il y a un premier plan et un dernier plan en bas. En fait, si vous regardez celui qui est au centre, il y a une superposition des deux plans, et en fait, on passe de façon douce du premier plan en haut au dernier plan en bas. Il y a le fondu au noir ou au blanc. L'image ici va disparaître progressivement en noir ou en blanc, ça dépend de notre volonté artistique. Ça marque une fin, une pause ou un changement dramatique, souvent associé à une émotion intense. Dans Le Parrain, le fondu au noir est utilisé pour clôturer des scènes cruciales, marquant la fin des chapitres dans la transformation de Michael Corleone. On peut le voir ici à un moment clé du film. Il y a la transition de type où on parle d'iris, on parle en anglais de iris in ou de iris out. L'iris, c'est un cercle qui se ferme ou s'ouvre sur une scène, une technique popularisée à l'origine par le cinéma muet. Ça accroît la focalisation sur un élément spécifique et ajoute une touche stylisée. Dans A Christmas Story, justement, c'est un effet d'iris, il est souvent utilisé de manière humoristique, on peut voir à droite, pour mettre en valeur les réactions exagérées de Ralphie, ce qui va renforcer le ton comique et nostalgique du film. Vous voyez, donc au début on a un plan normal, et ensuite on a un effet d'iris qui se focalise sur le visage de l'enfant, ce qui fait un effet particulier et une esthétique particulière. Il y a le volet, on parle aussi de wipe en anglais, c'est un plan efface l'autre avec une ligne qui se déplace comme un rideau, ça donne un effet de transition visible et dynamique, souvent utilisé dans des contextes de changement rapide ou de scènes de poursuite. Dans Star Wars, donc voilà, encore une fois, il est célèbre pour avoir utilisé ce genre de clapet.
Ça utilise les volets pour dynamiser la narration, surtout dans les transitions de bataille. On peut voir ici un plan, en fait, pareil, on a le plan A tout en haut et le plan B tout en bas. On peut voir la transition entre les deux, comment on passe d'un plan à un autre. Il y a les transitions colorées, le fondu s'effectue en une couleur autre que le noir ou le blanc, ajoutant une teinte particulière. Ça associe l'émotion ou l'atmosphère d'une scène par la couleur choisie. C'est très utilisé dans 2001 l'Odyssée de l'espace, où justement les transitions en rouge accentuent le danger imminent, préparant justement le spectateur à une intensification dramatique. Il y a, c'est une particularité en termes de transition, c'est pas une transition directe, en l'occurrence, c'est le fameux split screen. On parle aussi en français d'écran divisé. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu d'associer, vous voyez, c'est une scène de Kill Bill, le plan A à gauche et le plan B dans une continuité narrative sur un seul écran, on va les superposer à l'écran. Donc on va diviser notre écran justement. Vous voyez que c'est une technique de montage qui est très particulière au final. Ça permet justement aux spectateurs de suivre plusieurs événements en parallèle, souvent pour construire de la tension ou un effet, ça peut être aussi un effet comique. Dans Kill Bill, justement, comme on peut le voir à droite, c'est très utilisé pour montrer simultanément l'assassin et sa cible, comme on peut le voir ici, ce qui va augmenter l'intensité de la scène. Ça a été très utilisé aussi dans la série 24 heures chrono, justement pour montrer des événements en temps réel avec une perspective multiple. Il y a ce qu'on appelle en anglais le match, on parle plutôt en anglais de match cut, on parle en français, les deux termes sont en anglais, mais on utilise plutôt le terme de jump cut en français. Donc le principe ici, c'est une coupe qui relie deux images visuellement similaires, mais des contextes totalement différents, pour renforcer une association thématique. Ça relie visuellement deux idées ou des actions en créant un lien significatif entre elles. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, justement, le match cut entre le jeune Indiana qu'on voit tout en haut, vous voyez, il porte son château, il baisse sa tête, on passe sans transition à un autre plan, et quand il relève sa tête, c'est le Indiana Jones qu'on connaît à l'âge adulte. Voilà, vous voyez, donc il n'y a aucune transition entre les deux plans intermédiaires, on passe de l'un à l'autre, et vous voyez que ça crée une continuité narrative, un peu comme sur le principe de ce qu'on a vu avec 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a un saut dans le temps qui est fait sans transition, et ce qui ici iconise encore plus le personnage d'Indiana Jones. Il y a ce qu'on appelle la superposition d'images, on parle en anglais de overlay, où là, en l'occurrence, plusieurs images vont apparaître en même temps sur l'écran avec des niveaux de transparence. Ça suggère une surcharge d'informations, on montre plusieurs perspectives simultanément. Dans le film Requiem for a Dream, justement, il y a des superpositions d'images, on peut le voir sur la droite, on a la vieille dame qui nettoie en même temps, et au-dessus, il y a un gros plan sur une horloge avec le temps qui passe. Ça montre justement les effets de la drogue sur les personnages, ce qui plonge le spectateur dans leur état d'esprit troublé et déstabilisé. Intéressons-nous maintenant au raccord. Le raccord, on l'a dit, ça assure la continuité visuelle, sonore, narrative entre deux plans. Ça maintient l'illusion d'un univers cohérent en gommant les coupures entre les prises. Dans les films Les 400 coups de Truffaut, les raccords sont utilisés pour fluidifier le changement de lieu ou de personnage. Ces deux plans, vous voyez, sont faits sans transition. Il y a tout d'abord le raccord de regard. Le premier plan montre un personnage regardant quelque chose, le plan suivant révèle ce qui est regardé, ce qui est assez classique. Ça oriente le regard du spectateur et crée une connexion émotionnelle avec le personnage. Dans Les Lumières de la ville, film avec Charlie Chaplin, le regard de Charlie, justement, vers la fleuriste, a introduit la romance avec une subtilité visuelle. Donc il regarde la fleuriste et on voit, nous, à l'écran, la personne regardée. Il y a le raccord dans l'axe. Le raccord dans l'axe, donc il faut imaginer l'axe, en fait, c'est l'axe de la caméra. Donc vous voyez que là, il y a un axe ici. Moi-même, je suis filmé par une caméra qui vient de l'objectif jusqu'à moi ici. Bah, en gros, si on passe de ce plan-là, qui est à cette échelle-là, et d'un coup on passe à un gros plan sur mon visage, il y a un raccord dans l'axe. Parce que c'est l'axe il faut imaginer un trait imaginaire entre l'axe de l'objectif et le sujet filmé. Là, typiquement, on peut le voir dans la haine, on peut observer un raccord dans l'axe. En fait, sur la première image, on voit les personnages principaux, et à l'arrière-plan, on voit la voiture des journalistes, en fait, qui essaient de les interroger. Et on passe de ce plan-là au plan en dessous, sans transition. Donc voilà, on passe de ce plan-là à l'autre directement. Et là, on est
Vous voyez, on est placé dans le même angle que tout à l'heure, c'est juste que cette fois-ci, on voit en gros plan la voiture des journalistes. Il y a le raccord de mouvement. Ce qu'on a dit, c'est qu'un mouvement peut être initié dans un plan A, et il peut être continué dans un plan B. Ça peut être quelqu'un, par exemple, comme ici dans Indiana Jones, on peut voir Indiana Jones se faire frapper dans un plan A, et dans un plan B, on voit sa chute suite à ce plan-là, suite à cette action-là. Ça va créer une fluidité d'action essentielle dans les scènes d'action et de poursuite. Il faut comprendre qu'encore une fois, dans le cinéma, c'est le montage qui crée l'illusion de continuité, parce que dans la réalité, ce sont des scènes qui ont été tournées à des moments totalement différents, et c'est le montage qui crée finalement toute l'alchimie du cinéma et la magie du cinéma, où on croit, on arrive à tromper le cerveau en faisant croire qu'en fait, ces deux actions sont continues. Mais dans la réalité, ce sont des actions qui ont été tournées à différents moments. Il y a le raccord de direction, ça assure la continuité de direction dans les déplacements des personnages, ça évite les désorientations et aide à maintenir la géographie spatiale du film. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les raccords de direction permettent de suivre les personnages sans confusion dans les scènes de déplacement. Vous voyez qu'on a un premier plan ici avec le personnage de Legolas qui avance comme ça vers la droite. On a le personnage dans un autre plan d'Aragorn qui avance aussi vers la droite. Et tout en bas, on a un plan d'ensemble. On voit les trois personnages aussi avancer vers la droite. Vous comprenez que si on avait au tout début les deux personnages qui avançaient vers la droite et après on les voit tout en bas avancer vers la gauche, ça va créer un problème de raccord dans l'esprit du spectateur parce qu'il va y avoir une confusion. On ne peut pas envoyer un message aux spectateurs comme quoi ils se déplacent vers la droite, puis après on les voit se déplacer vers la gauche. Il y a ensuite le raccord de position, ça conserve la position d'un objet ou d'un personnage d'un plan à l'autre, ça maintient la continuité spatiale et renforce la cohérence visuelle, par exemple dans Reservoir Dogs, le film de Tarantino, on maintient les positions pour garder une tension palpable lors des scènes de groupe. Vous voyez, on a les deux personnages, il y en a un qui est placé à gauche, l'autre qui est placé à droite, on voit différents plans, et ensuite on voit un plan d'ensemble où les deux personnages sont toujours placés dans les mêmes distances l'un par rapport à l'autre et dans les mêmes positions pour ne pas créer de la confusion auprès du spectateur. Il y a les raccords de plans, c'est passer d'un plan large à un plan rapproché pour isoler justement un détail significatif. Ça guide l'attention du spectateur et met en évidence un élément narratif important. Dans le film Psychose, le passage du plan large à un gros plan sur le couteau accentue l'angoisse de la scène de la douche, comme on peut le voir ici. Il y a le faux raccord. Donc, le faux raccord, c'est un écart de continuité volontaire ou accidentel entre deux plans. En général, il y a beaucoup de faux raccords, justement, même chez les plus grands réalisateurs. Il y a toute une émission qui porte le nom, c'est une émission d'Allociné qui s'appelle Faux raccord. Je vous invite à la regarder avec les fameux Michel et Michel. C'est hilarant, justement, ça s'amuse à voir les faux raccords qu'on peut retrouver dans les films. Ça peut être des faux raccords au sens où on voit un caméraman sur un plan dans Gladiateur ou des personnages qui disparaissent ou des habits qui changent ou des personnages qui changent de position. Donc il y a un aspect comique à ça, donc n'hésitez pas à aller voir l'émission Faux raccord d'Allociné. Mais ça peut être aussi être utilisé comme, d'un point de vue artistique, ça ressemblerait en fait à un jump cut, mais il faudrait, ici en l'occurrence, s'il y a des faux raccords, qu'il y ait une volonté artistique. Parce qu'on peut créer des faux raccords dans un esprit, par exemple, d'une personne troublée, si elle a des pertes de mémoire, des pertes de souvenirs, ou elle est droguée, etc. Et ben, on peut utiliser, par exemple, les faux raccords de cette manière-là, de façon artistique, justement. Alors, on va s'intéresser à une partie fondamentale le montage, en fait. Je vous ai dit, ça existe depuis le début de l'existence du cinéma, mais depuis, il y a eu des grands théoriciens, des grands praticiens du montage. On va essayer d'étudier différentes théories de montage qu'on doit quand même connaître pour réaliser des œuvres justement fortes en rythme. Tout d'abord, il y a le montage narratif hollywoodien. C'est utilisé dans le cinéma hollywoodien traditionnel. Ce style de montage est souvent très linéaire, vise à garder le récit clair et compréhensible pour le spectateur. Ici, dans le principe du montage narratif hollywoodien, il s'agit de respecter la continuité. Donc, le film débute à un moment donné et se poursuit jusqu'à une inévitable fin. Les raccords, ce sont des raccords assez classiques, des raccords de regard, des raccords de mouvement,
Ça maintient une spatialité cohérente pour immerger le spectateur dans l'histoire sans le distraire. Tous les films classiques d'Hollywood, tels que Autant n'emporte le vent ou Casablanca, utilisent justement un montage très fluide pour prioriser l'émotion et la compréhension. On peut voir en haut un extrait, un plan de Autant n'emporte le vent et en bas de Casablanca. Alors, il y a un effet dans le cinéma qui est très important, qu'il faut comprendre justement la magie en fait la magie du cinéma et du montage. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Kuleshov, donc du nom de la personne qui l'a découverte. Alors, l'effet Kuleshov, c'est une expérience cinématographique qui démontre l'impact du montage sur l'interprétation émotionnelle des images, par le spectateur, évidemment. Donc, c'est nommé d'après Lev Kuleshov, un cinéaste soviétique. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le sens attribué à un plan, justement, change en fonction du plan qui le précède ou qui le suit. Alors, l'expérience originale, on peut la voir sur la droite, c'est que Kuleshov a monté un plan fixe du visage. Il y a un visage neutre d'un personnage. Vous voyez qu'à gauche, c'est le même plan d'un personnage, même émotion, c'est exactement le même, il n'y a rien qui change. Et ensuite, on va lui associer un autre plan. Donc en fait, ça a été filmé, hein, donc c'était pas juste des images, tout ça est filmé. On va lui associer un autre plan. Et à partir de là, on va avoir différentes réactions émotionnelles par rapport à cette nouvelle association de plans. Le premier, c'est associer le visage de l'homme avec une assiette de soupe. Ça va être interprété par un spectateur comme étant ce personnage a faim. On associe en deuxième le visage du même homme, c'est exactement le même plan avec un enfant dans un cercueil. Ça va être interprété comme de la tristesse. On associe cette fois-ci le même visage de l'homme avec une femme qui est allongée de façon sensuelle sur un canapé, comme on peut le voir tout en bas. On va y associer du désir. Le montage ici, vous voyez, ça va créer un lien émotionnel et narratif entre les images et influencer en fait l'interprétation du spectateur en l'orientant vers des émotions spécifiques. Donc, les réalisateurs ici, ils vont utiliser cette technique pour manipuler les émotions sans avoir besoin de dialogue ou d'indications justement plus explicites, en jouant simplement sur l'association des images. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le montage, il ne doit pas être fait au hasard. Parce que c'est comme ce qu'on a vu dans le cours Le langage cinématographique, il y a un langage sur le montage, c'est que si on associe telle image avec telle autre, ça va créer telle réponse émotionnelle chez le spectateur, ça peut être voulu. En général, on préfère que ça soit voulu et que ce ne soit pas dû au hasard, d'où l'idée que le montage, c'est un art à part entière. C'est pour ça que j'ai appelé ce cours l'art du montage. Il faut vraiment comprendre que l'association entre une image et une autre peut créer une réponse totalement différente en fonction euh, des choix d'image. D'où l'idée qu'il faut être extrêmement minutieux au moment du montage et des fois, tout un film, toute l'histoire et toute l'émotion d'un film se joue au moment du montage. Et c'est pour ça que c'est vraiment un moment fondamental de la création d'un film. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le montage invisible. C'est utilisé pour cacher le montage afin que les spectateurs ne se rendent pas compte des coupes et restent totalement immergés dans l'histoire. C'est une technique qui est utilisée justement dans les films hollywoodiens contemporains qui repose sur des coupes franches, des raccords fluides et une continuité spatiale stricte. En cachant les coupes, justement, le montage invisible maintient une immersion totale et un rythme naturel, ce qui va renforcer justement la fluidité de la narration. Par exemple, dans Birdman d'Inarritu, tout le film est tourné dans un faux plan séquence, qui sont en fait simulés. Hein, ça crée l'illusion de ne jamais couper la caméra. Ça permet au spectateur justement de se sentir au cœur de l'action. Par exemple ici, donc là c'est une séquence, je vous invite à la voir. Vous pouvez voir un plan sur YouTube. Donc c'est un plan en fait qui est continu. Donc en fait on voit un personnage qui confronte un autre personnage. Et en fait donc il le tient un moment. Et en fait c'est un plan qui est tourné. Le premier plan en haut est tourné à un moment donné. Et pour créer en fait un montage invisible entre le plan d'en haut et le plan d'en bas en fait qui ont été tournés pas forcément au même moment, et ben on va faire une coupe invisible. On va utiliser ici justement la fontaine à eau qui apparaît en fait au premier plan pour couper à ce moment-là et passer ensuite
à un nouveau plan, qui a été tourné à un autre moment. Ça, de cette façon-là, on simule un plan séquence, et du point de vue du spectateur, évidemment il est trompé, il y voit que du feu, justement, là, il croit qu'en fait tout est tourné en plan séquence. Mais en fait, c'est la magie du cinéma, c'est comme un prestidigitateur, il y a des techniques justement pour tromper le spectateur et lui faire croire que justement tout est tourné, ici en l'occurrence, en un seul plan séquence. Il y a le montage musical. Ce montage, justement, se focalise sur le rythme des images et leur synchronisation avec le son ou la musique. C'est pour ça que j'ai pris ici un montage dynamique, ici, avec un enchaînement. C'est un enchaînement continu, hein, donc je vous invite à aller voir la séquence, où justement, dans le film Baby Driver, le personnage qui est le conducteur va utiliser en fait sa musique. Il va mettre à un moment donné, donc il est là pour aider des braqueurs de banque, justement. Il met ses écouteurs dans ses oreilles, et au moment où il met ses écouteurs, il démarre la voiture. Et là, on part sur une scène de course-poursuite qui est dynamisée par la musique que le personnage écoute, justement. Ici, le montage rythmique va influencer l'émotion et l'énergie ressentie par le spectateur. Donc, vous voyez qu'en fait, le choix des images va être dicté par le rythme de la musique et du son, pour justement renforcer ici, dans le cas de Baby Driver, l'adrénaline et l'immersion du spectateur. Il y a ce qu'on appelle le montage expérimental. Le montage expérimental s'éloigne des conventions narratives classiques pour explorer justement des idées plus abstraites. Ce type de montage se trouve surtout dans le cinéma expérimental. Ce type de montage va désorienter le spectateur et l'encourage à interpréter librement le sens des images, souvent en dehors des structures narratives conventionnelles. Dans le film, le court-métrage Un chien andalou, que vous pouvez voir gratuitement, il est disponible sur YouTube, de Luis Buñuel et Salvador Dali, donc les deux. Luis Buñuel, le père du surréalisme dans le cinéma, et Salvador Dali, le père du surréalisme dans la peinture. Les deux se sont associés. On peut le voir sur la droite. Le montage ici va casser volontairement la continuité narrative, créant une expérience de rêve ou de cauchemar. Si on regarde les images euh, sur la droite, ce sont des plans continus. Moi, j'ai pris quelques plans en fait. On a un personnage qui confronte son double. Il y en a un personnage qui semble un peu plus négatif et l'autre qui semble un peu plus naïf, un peu plus entre guillemets gentil. Donc les deux se confrontent l'un à l'autre. Et au bout d'un moment, il y en a un, le personnage avec le pistolet tire sur son double. Et quand il s'effondre, le personnage tout en bas, il s'effondre vers le sol. Il y a justement, c'est une sorte de faux raccord parce que là, c'est utilisé d'un point de vue surréaliste, c'est qu'il s'effondre dans un autre décor, dans un autre paysage. Et ça, tout ça, sans aucune transition. Ce qui crée justement une sensation de surréalisme, un sentiment de bizarreté. Le surréalisme est basé sur le fait de jouer sur l'inconscient des personnages, les rêves et l'onirisme. Voilà. C'est utilisé ici du point de vue du montage. On va s'intéresser à des grandes théories, là cette fois-ci, c'est un peu notre... Ça ressemble, vous voyez, presque à Einstein, donc c'est les théories d'Eisenstein, vraiment des grands monteurs qu'il faut connaître. Il faut regarder aussi ces films qui sont aussi disponibles sur YouTube. Dans le programme Filmonaute, justement, on s'amuse à les analyser. Je vous invite à vous inscrire, évidemment, au programme Filmonaute, si vous voulez avoir un suivi plus fort, en plus de ces cours et des projets, justement, pour apprendre encore plus à appliquer les théories du montage, et surtout les théories d'Eisenstein. Alors, une des premières théories d'Eisenstein, Eisenstein, qui c'est Eisenstein? Donc c'était un grand cinéaste soviétique qui est connu pour des films très importants dans l'histoire du cinéma. Et il a proposé plusieurs théories sur le montage. Il a expérimenté plusieurs types de montage. Et on lui doit encore aujourd'hui beaucoup, en fait. C'est ce qui a permis aujourd'hui de moderniser le montage et de passer d'un système de montage où c'est très classique. Hein, donc, un personnage parle, on a le personnage qui le regarde, etc. Donc, un montage très classique à des montages beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus maîtrisés. Donc le montage métrique repose sur la durée exacte des plans, où les coupes sont faites selon un rythme prédéfini, indépendamment du contenu visuel. Les plans sont montés en suivant une cadence fixe, souvent de plus en plus rapide pour créer une tension croissante. Ce type de montage, ici, va chercher justement à susciter une réaction émotionnelle brute chez le spectateur, basée uniquement sur le rythme. Donc c'est le rythme du montage, c'est-à-dire que si on met une scène qui est lente, puis après on accélère la coupe. On a au début une scène qui dure 10 secondes, puis après qui dure 3 secondes, puis après 2 secondes, puis après une microseconde, etc. Vous voyez qu'on crée comme ça un rythme de plus en plus intense. Ça va
crée une réponse émotionnelle particulière chez le spectateur. Justement, dans le film La Grève, ça c'est en français, Eisenstein va utiliser des plans très courts pour intensifier la scène du massacre, qu'on peut voir à droite, accélérant le rythme pour captiver et oppresser le spectateur, ce qui va augmenter ici le suspense et la tension. Donc, vous voyez, on a différents plans comme ça qui s'accélèrent, on change de valeur de plan, et on voit des scènes qui sont de plus en plus violentes, et les scènes, les plans sont les scènes sont de plus en plus courtes au montage, justement. Il y a le montage rythmique. Donc le montage rythmique, on a parlé tout à l'heure du montage un peu musical, ça peut être un peu la même idée, hein, mais dans l'esprit en tout cas d'Eisenstein, c'est pas exactement la même chose. Donc le montage rythmique, contrairement justement au montage métrique, il prend en compte à la fois la longueur des plans et le mouvement à l'intérieur de ces plans-là. La durée des plans ici est modulée selon le contenu visuel ou le mouvement selon dans l'image, en synchronisant justement les coupes avec les actions. Ce montage ici cherche à donner un rythme visuel qui amplifie l'attention ou l'émotion en fonction du contenu de la scène. L'exemple le plus connu, c'est des scènes les plus connues aussi de l'histoire du cinéma, c'est la fameuse scène mythique du landau en fait du bébé qui tombe, qui chute dans les marches lors d'un massacre à Odessa. Justement, ici, Eisenstein joue sur le mouvement de foule et la violence dans la scène du massacre, alternant les plans justement pour renforcer ici le chaos et la peur. Donc on va ici avoir la scène où on voit les gens se faire massacrer, la mère qui elle-même en train de se faire massacrer, qui lâche en fait le landau, et on a des gens comme ça qui voient de loin le landau tomber, ils sont effrayés pour le bébé, nous-mêmes en tant que spectateurs on est effarés, qu'est-ce qui va se... déjà qu'on est effaré par le massacre, donc là on a toute l'innocence réunie au sein d'un l'être le plus chétif, c'est-à-dire le bébé, qui est en train de tomber, donc nous-mêmes on est tenu en suspense, savoir ce qui va se passer par la suite. Donc c'est ici, je vous invite à voir comment est montée cette scène-là pour comprendre un peu la logique du montage rythmique. Il y a aussi le montage tonal. Le montage tonal repose sur la résonance émotionnelle des plans en utilisant des coupes pour souligner une atmosphère ou une émotion spécifique plutôt que pour raconter une histoire. La longueur et l'ordre des plans sont choisis ici pour évoquer une ambiance. Ce type de montage a pour but de faire ressentir une émotion spécifique en utilisant les couleurs, les contrastes et le rythme visuel, justement pour amplifier l'impact émotionnel. Dans le film La Grève, on voit des extraits à droite, justement. C'est une grande grève qui va être... donc vous voyez, ce sont des thématiques qui sont propres à l'esprit communiste et à ce qui intéressait à l'époque l'Union soviétique. Donc la question de lutte des classes et de l'oppression d'être d'élite face au peuple. Ici, donc, c'est une grève qui est matée, en fait, dans le film, tout simplement. Et bah, ici, Eisenstein va juxtaposer des plans d'animaux abattus et des manifestants tués pour donner une atmosphère plus sombre, ce qui va souligner justement le thème ici de l'exploitation brutale. On voit en fait tout en haut les grévistes qui sont matés, et il alterne comme ça avec des plans en fait d'animaux qui sont égorgés par des agriculteurs, etc. Et il revient ensuite à des plans sur les grévistes qui sont matés. Justement, ça permet de souligner comme ça l'ampleur du désastre, alors que les deux ne sont pas forcément liés à ce moment-là. Il n'y a pas de continuité d'action. C'est juste que en juxtaposant justement, un peu comme ce qu'on avait dit avec l'effet Kuleshov, en juxtaposant ces images, ça crée et ça amplifie justement la force de ces grévistes qui sont cruellement matés par les policiers. Il y a le montage harmonique. En fait, le montage harmonique, c'est une combinaison finalement de ce qu'on a vu précédemment, donc de la tonalité, du rythme et de la dynamique. Ce montage est un peu plus complexe car il utilise justement tous les éléments qu'on a vus précédemment pour créer une ambiance encore plus immersive et émotionnelle. L'intention ici est de fusionner les aspects émotionnels et rythmiques de la scène pour créer une harmonie qui enveloppe justement complètement le spectateur dans un état émotionnel particulier. Toujours Eisenstein, dans le film Octobre, Eisenstein va utiliser le montage harmonique pour transmettre la libération et le renversement du pouvoir lors de la destruction de la statue qu'on peut voir à droite en haut d'Alexandre III, donc le tsar en fait. Les contrastes visuels et les rythmes croissants intensifient l'impact émotionnel ici. Donc ça, ce sont des plans que j'ai pris à différents moments.
symbolisant la chute de l'oppression et l'énergie révolutionnaire. Il va alterner comme ça entre des moments où on voit, vous voyez tout en haut, la statue qui est en train d'être déboulonnée. On voit un gros plan à un moment sur les fameuses faucilles des, euh, des révolutionnaires. On voit des plans, tout ça s'enchaîne, hein, des plans sur l'église, des plans sur un prêtre qui prie à ce moment-là. On voit un plan même je pense que c'est Lénine, ou un des proches du Parti communiste qui parle à un moment donné. Euh, et vous voyez, tout ça s'enchaîne et crée une impression particulière. Et donc là, c'est ici la magie du montage. Comment en associant différentes images, on peut créer différentes réponses émotionnelles. D'où l'idée que, effectivement, j'insiste, c'est un art à part entière de maîtriser justement le montage. Il y a aussi ce qu'il appelle le montage dialectique ou intellectuel, on l'a vu nous un peu différemment. Le montage dialectique repose sur l'idée d'une dialectique, où deux images justement, ou des idées opposées peuvent être juxtaposées pour générer une nouvelle signification, un peu comme on l'avait vu avec l'effet Koleshov. Et c'est en fait au spectateur, c'est lui qui doit relier les deux images et leur donner un nouveau sens. En fait, le sens, c'est pour ça qu'on parle de dialectique, il y a une image A, une image B, et en fait le sens n'est pas dans le film lui-même, c'est le spectateur lui-même qui va donner un sens à ce montage-là. Ici, le spectateur, ce qui va être intéressant, va devenir actif en déduisant, c'est lui qui fait la synthèse à partir de l'opposition des images. Le but ici est de faire en sorte que le spectateur pense et interprète ce qu'il voit en termes symboliques, ce qui va susciter une prise de conscience pour Eisenstein ici, politique ou sociale. Toujours dans le cuirassé Potemkin, Eisenstein utilise le montage intellectuel dans la célèbre séquence, encore une fois, des escaliers d'Odessa. Il juxtapose des plans de soldats marchant impitoyablement, comme on le voit en haut, avec des images des civils terrorisés, et le fameux landau qui dévale les marches. Cette juxtaposition va symboliser justement l'oppression brutale des révolutionnaires, des grévistes, face à cette fameuse innocence qui est sacrifiée avec ce bébé, justement. Alors, ce qu'on a vu là tout à l'heure, on peut aussi dire que le jump cut de 2001 l'Odyssée de l'espace est un montage dialectique, c'est-à-dire que entre le plan de l'os qui est jeté en l'air et le fameux vaisseau spatial humain, bah justement, c'est à l'être humain, c'est à nous, spectateurs, c'est à nous de déduire le fait qu'il y a eu 3 millions d'évolutions. C'est ça qui est fort dans le montage dialectique, même si c'est une forme de jump cut, etc. Mais c'est juste comprendre qu'il y a une intention humaine derrière. Alors quelques techniques de montage fondamentales, on en a un peu parlé. Il y a la fameuse coupe franche, c'est une transition nette entre deux plans sans aucun effet visuel ou audio. Ça permet de passer rapidement d'un plan à un autre. Hein. C'est très utilisé justement dans les films d'action. Donc ça, c'est une séquence, vous pouvez aller la voir encore une fois sur Internet. Si on continue, hein, il n'y a aucune transition entre ces plans. Ça permet justement de suivre de façon très dynamique une scène d'action, typiquement dans les films de la trilogie des Bourne, Jason Bourne. Il y a la coupe dans le temps, donc l'idée c'est ici de changer la chronologie pour montrer des moments passés ou futurs sans ordre linéaire. Ça ajoute de la profondeur en dévoilant des informations en décalé, souvent pour augmenter le suspense ou enrichir l'intrigue. C'est très utilisé, on parle aussi de flash forward, de flashback ou d'ellipse. Citizen Kane, c'est un des premiers à utiliser les effets de flashback, en fait il a innové là-dessus. Ça utilise les coupes dans les temps pour révéler des aspects différents de sa vie. À un moment donné, on voit sa signature et on passe à la scène où on le voit durant son enfance. Donc vous voyez, on fait un flashback qui permet ici de remonter dans le temps. On a parlé des raccords dans l'espace, maintenir une cohérence visuelle et spatiale entre les plans pour donner une perception continue des lieux. Ça aide le spectateur, comme on l'a dit, à comprendre la géographie de la scène tout en évitant toute confusion. On a le raccord de regard, on peut le voir à droite ici dans Les Dents de la Mer. Le personnage regarde le requin, un autre personnage tire sur le requin et on passe ensuite au requin. Il y a la coupe de réaction, ça permet de montrer la réaction d'un personnage en réponse à une action, un événement ou un dialogue. Ça renforce ici l'empathie et l'immersion du spectateur en capturant les émotions brutes des personnages. C'est parfait pour des scènes de tension, justement, ou de révélation, où les réactions sont aussi importantes que l'action elle-même. Dans le Parrain, justement, c'est une scène poignante où Kay avoue à Michael Corleone, justement dans le Parrain 2, qu'en fait elle n'a pas perdu son enfant, c'est elle qui a décidé d'avorter
C'est un moment très poignant. Et on voit ici la réaction très tendue ici, où il se maintient pendant très longtemps, Michael Corleone, avant. Je vous laisse voir le film par vous-même. Je ne vais pas vous spoiler. Il y a la coupe parallèle, on sera toujours ici sur le parrain. C'est monter deux actions se déroulant simultanément dans des lieux différents pour souligner leur lien ou renforcer leur tension. Ça permet de montrer plusieurs perspectives et intensifier l'effet dramatique. Ça crée du suspense et peut montrer des contrastes ou des similitudes entre des actions. Dans le parrain, justement, c'est deux scènes qui se déroulent en parallèle. Donc on passe de l'une à l'autre à la toute fin du film. C'est la scène du baptême et le règlement de compte. Voilà. C'est très fort ici. Pourquoi? Parce que on a d'un côté, en montage parallèle, l'innocence qui est incarnée par le baptême, par l'enfant qui est baptisé. Donc c'est un lieu sacré, un lieu de foi, un lieu d'innocence. Et en même temps, en parallèle, on voit les règlements de compte avec les différents meurtres ici qui soulignent le point de non-retour du personnage de Michael, qui est en l'occurrence qui assiste en fait au baptême de son neveu. Il y a le montage narratif. Qu'est-ce que c'est que le montage narratif? C'est utiliser le montage pour structurer et clarifier la narration. On peut avoir les montages de type linéaire, avec un récit, hein, comme on l'a dit, hollywoodien, chronologique, clair et direct. Il y a les non linéaires avec les effets de flashback et flash-forward. La linéarité facilite la compréhension, alors que le non linéaire peut créer des effets de surprise ou de mystère. Justement, Inception est connu pour une narration très complexe. On peut le voir ici, toute la narration très complexe où on avait fait à l'époque. Moi, en tout cas, j'avais fait plein de théories pour comprendre le film. Donc, quelqu'un qui avait résumé justement toutes les séquences, à quel moment elles se déroulent, etc. Vous pouvez vous amuser à le voir en grand, cette image, à quel moment se déroulent les différentes actions, ce qui renforce ici le côté très éclaté d'un rêve, en fait, justement, où on ne se souvient pas de tout dans un rêve, et il y a un aspect très éclaté au moment où on rêve. Sur la linéarité du récit, c'est présenter les événements dans leur ordre chronologique naturel. Ça facilite évidemment la compréhension de l'histoire et crée une progression naturelle pour le spectateur. C'est typiquement pour les drames et les récits biographiques. Hein. Sinon, dans Forrest Gump, hein, l'histoire progresse justement chronologiquement pour suivre l'évolution du personnage. Même si c'est lui qui raconte l'histoire, on le voit à un moment donné, mais il raconte l'histoire. Mais quand il raconte l'histoire, Forrest Gump, il le raconte de façon linéaire, depuis son enfance, etc. Quand il est allé à la guerre au Vietnam, etc. Jusqu'au moment où il a retrouvé Jenny. Le flashback, c'est une interruption de la chronologie pour montrer un événement passé, souvent pour fournir un contexte ou des informations cruciales. Ça éclaircit des éléments de l'intrigue et développe les personnages, ça crée un contraste entre le passé et le présent, ça peut introduire de la nostalgie ou de la profondeur. Typiquement, c'est utilisé dans le Parrain 2, on a les flashbacks sur Don Corleone qui permettent de comprendre les origines de Vito, justement, donc le père de Michael, et qui enrichissent le personnage de Michael. Parce que l'idée, c'est de suivre, en fait, la trajectoire de Michael, ça reste le personnage principal, mais ça éclaire en fait sa dynamique, comment il gère sa famille, etc., vis-à-vis de son père, qu'on voit ici incarné par Robert De Niro. Ça éclaire d'un genre nouveau sa trajectoire à lui, justement. Il y a l'ellipse. L'ellipse, c'est supprimer des moments des récits pour avancer plus rapidement dans le temps. Ça permet d'éliminer et de dynamiser le récit. Des fois, vous savez, des fois, on n'est pas obligé de voir l'action jusqu'au bout. Hein. Des fois, couper net une action, de passer à autre chose, ça permet de dynamiser en fait le récit. Ça surprend, ça oriente l'attention. Ça crée des ruptures significatives. Je reviens encore une fois à cette fameuse ellipse de 3 millions d'années. Il y en a d'autres, hein, mais on peut voir des ellipses autres. Et là, encore une fois, elle est très symbolique sur ce que ça raconte. Sur la construction de l'attention, c'est utiliser les changements de rythme, comme on l'a vu avec les différentes théories d'Eisenstein, des coupes et des transitions pour intensifier l'attention d'une scène. Il y a la coupe rapide pour les scènes d'action et créer un rythme haletant. Et il y a l'allongement de la coupe, ça prolonge le suspense dans des scènes d'attente. Ça amplifie justement le suspense ou l'anticipation. Dans Les Oiseaux d'Hitchcock, où la tension monte progressivement à travers le montage lent des regards, des personnages des oiseaux, vous pouvez aller voir aussi la scène, comment c'est monté, c'est très intéressant, comment ça amplifie l'angoisse ici des jeunes enfants. Alors là, c'est un peu plus particulier, on va un peu plus loin sur le montage, c'est l'effet du twist narratif, c'est manipuler la chronologie et les informations pour créer des révélations surprenantes, ça surprend le spectateur en renouvelant son interprétation de l'histoire. On peut avoir ici un montage alterné, au parallèle, hein, donc présenter deux récits en parallèle en dévoilant l'interconnexion à un moment clé.
pour utiliser les flashbacks ou les inserts, ce qui va révéler des éléments clés pour recontextualiser l'intrigue. Par exemple dans Fight Club, où le montage conserve très longtemps le secret sur la nature du personnage qu'on voit en haut de Tyler Durden, ou dans Sixième Sens, la révélation finale ici va dépendre des coupes et des flashbacks pour recontextualiser le film. Bon, c'est un des twists les plus connus, Sixième Sens, si vous ne le connaissez pas, allez regarder ces deux films évidemment, pour comprendre comment le montage est fait pour surprendre à la toute fin le spectateur. Alors sur le montage émotionnel et rythmique. L'émotion, c'est la clé, hein, évidemment. Donc, le montage émotionnel est conçu pour manipuler les émotions du spectateur en ajustant les coupes et les transitions pour intensifier ou atténuer une émotion. Donc, on peut utiliser comme ça une juxtaposition de différents plans, des gros plans, des ralentis, des accélérations et des coupes rapides justement dans les moments de tension. Justement, dans Requiem for a Dream, tous ces plans s'enchaînent les uns à la suite des autres. Vous voyez qu'on a différents plans. On a des plans, des plans moyens sur une personne, des gros plans sur le visage, des plans d'insert, des très 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 gros plans, etc., etc. Sur un œil, vous voyez, tous ces plans s'enchaînent justement pour intensifier ici. Encore une fois, je vous invite à voir la séquence en vidéo, parce qu'évidemment, on peut la voir qu'en vidéo. Ça intensifie ici la frénésie des personnages au moment où ils prennent de la drogue et face à leurs addictions. Vous voyez. Donc, changer, alterner des plans larges, des plans d'ensemble, etc., des plans d'insert, les mettre à un moment rapide, puis après à un moment lent, etc., etc. C'est ce rythme-là qui va impacter l'émotion pardon, du spectateur. Le rythme est clé hein, sur le montage, c'est le montage qui crée le rythme. Ça crée une cadence visuelle hein, pour influencer la perception du temps par le spectateur. Un montage rapide va générer de l'excitation chez le spectateur, tandis qu'un montage plus lent va instaurer une ambiance pardon, plus dans la contemplation. On prend son temps pour contempler, pour être dans l'introspection, etc. En termes de rythme, ce qui est intéressant, c'est d'alterner justement des scènes lentes et des scènes rapides, et avec une synchronisation de la musique pour donner une sensation un peu plus rythmique. Si on fait quelque chose qui est totalement lent, qui est que dans la contemplation, on risque d'ennuyer le spectateur. Si on fait un film qui est hyper rapide et dans des montages extrêmement rapides, on risque de lasser en fait le spectateur parce que c'est trop intense en termes de voilà, trop d'images qui passent trop rapidement, on ne comprend pas grand chose. Donc qu'on fasse trop d'un côté ou de l'autre, l'idée c'est d'avoir un bon équilibre. En fait, il n'y a pas un bon équilibre, c'est à vous de trouver votre équilibre artistique, hein, c'est un choix artistique, le montage, justement pour définir votre identité en termes de film et de rythme. Vous voyez, c'est utilisé ici, évidemment dans Mad Max, on utilise la musique qui est diégétique, donc avec le guitariste là, qui joue avec la flamme, la musique est utilisée de façon diégétique, en même temps le montage joue sur la dynamique de la musique qui est du hard metal, etc., etc. Sur le suspense, le montage peut prolonger une scène pour générer de la tension ou interrompre une action et laisser le spectateur en suspens. Ici, c'est utiliser des coupes retardées, une alternance entre des plans pour créer une attente, avec un montage parallèle pour montrer plusieurs actions simultanées. Dans Les Dents de la Mer, ici, justement, le montage alterne, ici, comme on peut le voir, entre le point de vue du requin, c'est la première image, en fait, c'est un point de vue subjectif sur ce que voit le requin, et les nageurs, ce qui augmente, en fait, l'angoisse, au lieu de voir directement un requin de loin qui mange la dame qu'on voit qui flotte dans la mer. En fait, justement, on va créer du suspense plutôt que... Voilà, des fois, c'est mieux de suggérer les choses plutôt que de les montrer directement. Sur l'intensité dramatique, le montage peut renforcer les moments clés d'une scène en alternant les plans pour donner de l'intensité dramatique. Par exemple, des rapprochements de plans au fur et à mesure de la montée de la tension, des changements de rythme pour dynamiser les scènes émotionnelles. C'est utilisé par exemple dans le film Rocky, on a des successions de plans courts et serrés pendant le combat final, ce qui va accentuer justement l'intensité dramatique, comme on peut le voir sur la droite. Sur l'ambiance d'un film, le montage contribue aussi à établir l'atmosphère générale d'un film, ce qui va influencer la manière dont les spectateurs perçoivent le film. Sur les techniques, c'est combiner des plans, des choix de transition, gérer le temps pour insuffler une atmosphère spécifique, c'est une ambiance de mystère, d'angoisse, de légèreté. Justement, dans Lost in Translation, le rythme lent des couples participe à l'ambiance mélancolique et introspective des films. Je vous invite à voir le film évidemment, ou à voir des séquences pour voir comment le montage prend son temps justement, mais ça participe à l'ambiance justement du film. C'est aussi ce qui lui donne son identité artistique. Sur l'atmosphère sonore, en synchronisant le montage avec la bande sonore, on peut renforcer certaines émotions ou guider la perception du spectateur.
Ici, les techniques, c'est monter les scènes en harmonie avec la musique, comme on l'avait vu sur le montage musical ou rythmique, insérer des silences dans des moments clés pour souligner une émotion. Dans Inception, ici, la montée en intensité de la musique accompagne le montage accéléré dans les scènes, dans les séquences d'action, ce qui va amplifier l'intensité. Vous voyez ici, dans Inception, les réveils d'un niveau de rêve sont accompagnés ici de la reprise de la chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, ce qui permet de comprendre qu'on va quasiment passer justement d'un plan à un autre, parce qu'on est en train de sortir d'un rêve. Donc c'est très malin comment c'est construit, comment l'ambiance sonore accompagne ici le montage. Sur la direction artistique, le montage peut mettre en valeur les choix de direction artistique, les décors, les couleurs, les costumes, en focalisant l'attention du spectateur sur des éléments clés. Sur les techniques, c'est choisir des plans et des angles pour accentuer la valeur esthétique et symbolique des décors, des couleurs et des accessoires. On peut le voir sur la droite, dans le Grand Budapest Hotel, le montage met en valeur la symétrie et les couleurs vibrantes des décors et des costumes. On voit ici, en fait, il y a tout d'abord un plan où on a le personnage habillé en noir qui regarde au loin les personnages qui sont habillés en bleu et qui portent des cartons roses. Il les regarde de loin et d'un coup, en fait, on a un raccord dans l'axe entre le premier plan tout en haut et celui d'en bas. On a un zoom sur le personnage qui permet ici euh, de focaliser et on a toujours c'est cadré de la même façon. Et donc, ce qui crée justement l'identité visuelle et ce qui amplifie l'identité visuelle ici de Wes Anderson, qui se base beaucoup sur la symétrie euh, de ses plans et de ses décors. Sur la surprise, le montage peut manipuler évidemment les attentes, il doit réussir à manipuler les attentes du spectateur pour introduire des éléments inattendus. Justement, le but c'est de le surprendre. Hein. Si toute l'histoire est connue d'avance, le spectateur ne sera pas intéressé. Il faut laisser évidemment du suspense. Il faut que votre spectateur ait envie de suivre en fait l'histoire tout simplement. Donc, les techniques, c'est subvertir les attentes avec des coupes rapides, avec des ruptures de rythme et des fausses pistes visuelles justement. C'est très malin d'utiliser des fausses pistes pour un peu tromper et déjouer un peu les attentes du spectateur. Dans Psychose, justement, de Hitchcock, il y a un changement brutal de perspective entre la scène de la douche, après la scène de la douche, pardon, qui surprend le spectateur. On passe à un nouveau personnage. Ici, l'idée était d'avoir une actrice qui était très connue, ce qui a surpris en fait les spectateurs à l'époque, c'est de prendre une actrice qui est très connue. C'est comme si on prenait aujourd'hui Scarlett Johansson et on l'a fait mourir après 15 minutes de film. C'était pas exactement 15 minutes, mais c'est un peu ça, c'est un peu l'effet qui a été ressenti. Et après, on suit un nouveau personnage. C'est ça qui, enfin, deux personnages. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Je vous invite aussi évidemment à le voir et surtout à voir le montage de cette fameuse séquence sous la douche. Sur le montage discontinu, c'est un type de montage un peu ce qu'on a dit, un non linéaire, ça brise la continuité temporelle et narrative, souvent pour créer un effet de désorientation et d'étrangeté. Donc on a le montage non linéaire, une répétition des plans, des coupes qui cassent la fluidité. Justement, on peut le voir sur la droite pour le film Memento. Ici, Christopher Nolan, je vous invite à voir la vidéo justement. Il explique ici la structure non linéaire de son film. C'est un personnage qui a perdu la mémoire en fait. Et donc le film est monté comme ça, de façon non linéaire. Et ici, il reboucle sur lui-même, ce qui permet de donner sens finalement à toute l'histoire. Donc c'est très malin en termes de montage. Je vous invite à voir déjà évidemment le film, ou sinon à voir aussi l'explication de Christopher Nolan. Le montage parallèle, on en a parlé. Aussi, dans un montage parallèle, les séquences sont segmentées en unités narratives autonomes, ce qui permet de suivre plusieurs arcs narratifs parallèlement. Un montage parallèle entre différentes intrigues, par exemple, une utilisation des transitions récurrentes pour marquer les changements. Alors, il y a des films un peu connus pour ça. Dans le film Cloud Atlas, le montage ici parallèle va relier non seulement plusieurs récits situés entre différentes époques, donc il y a ces différentes époques et différentes géographies, et en fait, ces personnages qui sont incarnés par les mêmes acteurs sont entrecroisés, en fait, leurs vies sont entrecroisées. C'est au début très distinct, mais à la fin, on voit qu'ils sont tous interconnectés à travers le temps. Je vous montre cette image, vous pouvez la voir en plus grand, justement, qui explique, vous pouvez voir d'abord le film, et comment tous ces personnages, à travers des personnes dans le passé, vous voyez, ça va de 1849 jusqu'à 2346, comment tous ces personnages sont connectés, et ce qui rend plus impactant, en fait, le parcours émotionnel du spectateur, hein, je parle, hein, et surtout à travers tous ces personnages qui sont incarnés par les mêmes acteurs à différentes époques. Sur le rythme visuel, le montage peut créer un rythme visuel par le choix des longueurs de plan,
des angles de caméra, des compositions évidemment, ce qui va influencer comment le spectateur va lire et interpréter l'image. Un rythme interne des plans peut être utilisé sur la composition, la symétrie, l'alternance des échelles de plans pour créer justement un tempo visuel. Dans Birdman, les lampes long séquences donnent justement, c'est le choix, un rythme fluide, comme on l'a vu, qui fait ressentir au spectateur une tension constante. Quelques techniques de montage avancées sur les montages clés. Il faut réfléchir tout d'abord au montage de la scène d'ouverture, parce que c'est la question que va se poser le spectateur, c'est est-ce que je vais m'intéresser au film. Donc la scène d'ouverture est très importante parce qu'elle doit attirer et vraiment, on dit en anglais to hook, donc accrocher directement le spectateur. Il faut qu'il y ait un montage rythmé pour accrocher le spectateur, il faut qu'on montre l'enjeu, il faut qu'on puisse très rapidement comprendre les enjeux et qui sont les personnages et qu'est-ce qui est en jeu en fait. Justement, dans Inglourious Basterds, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir évidemment, ou sinon regardez la séquence d'ouverture ce sont juste deux personnages qui sont posés autour d'une table. Il y a une tension incroyable durant cette séquence d'ouverture. Regardez comment elle est montée. C'est assez impressionnant. Ça apprend beaucoup de choses sur le montage. Comment créer une tension dès la séquence d'ouverture. Donc la séquence d'ouverture, la scène d'ouverture est extrêmement importante. Il faut la travailler encore plus que les autres. Je rigole, évidemment, il ne faut pas travailler que celle-là, il faut travailler tout le montage du film, et il y a évidemment le montage du climax. Le climax, c'est le moment de tension maximale du film, hein. Ça va être l'apogée émotionnelle du film. La technique ici, ça va être pourquoi pas des coupes rapides, une intensification de la musique, une alternance entre différents points de vue, hein. Justement dans Inception, le montage lors du climax alterne entre les niveaux de rêve pour amplifier la tension. On voit différentes... c'est un moment où ils doivent récupérer la donnée qui est cachée dans l'esprit du personnage interprété par Cillian Murphy. Et donc c'est un moment poignant où son père lui dit quelque chose de très émouvant, et on suit différentes séquences à différents moments du rêve, et au final ça se débloque, ils arrivent à récupérer l'information à ce moment clé. Le dénouement, évidemment, n'est pas en reste, hein. Le montage du dénouement assure une résolution satisfaisante ou maintient le suspense. Donc on peut utiliser des techniques comme couper de manière fluide pour conclure l'histoire ou laisser justement des éléments ouverts. C'est aussi, il ne faut pas en abuser, c'est laisser la fin ouverte justement, ce qui va donner lieu à des discussions par la suite entre spectateurs, ce qui va laisser aussi chez le spectateur lui-même une discussion interne tout simplement pour comprendre le film et interpréter le film. Dans Shutter Island, hein, le montage final ici laisse planer le doute et crée une ambiguïté en fait. Justement, ce sont les dernières paroles ici de Teddy incarnées par DiCaprio. Elles sont sujettes à interprétation justement et ouvrent une discussion sur la fin du film. Je vous invite à regarder. Je ne vais pas spoiler ici, donc la question c'est de savoir est-ce que son choix final était conscient ou inconscient. C'est à vous d'interpréter. En tout cas, la fin, la façon dont c'est monté, il y a un doute sur ce qu'il en est réellement. Sur la psychologie du montage, il faut raisonner à l'expérience du spectateur. Le montage va guider la perception et l'émotion du spectateur. Ça va influencer l'impact de l'histoire. On l'a dit, hein, les techniques, ça va être varier les rythmes pour accentuer les moments intenses ou calmes. Spécifiquement, là, c'est très malin aussi dans le montage de Dunkerque. Donc, dans Dunkerque, il va utiliser un montage non linéaire pour immerger le spectateur, ici, justement, dans différentes temporalités. Il y a 3 grandes temporalités, justement. Il y a ça qui est très fort, en fait, dans le montage, c'est différentes chronologies, un même événement, c'est un même montage et un même film. Donc il y a une chronologie qui se passe justement sur une semaine, il y a tout un enjeu qui se passe sur une semaine, il y a tout un enjeu qui se passe sur un jour entier, et enfin il y a une autre séquence dont l'enjeu se passe sur une heure, avant la réunion de tous les événements, justement. C'est ça qui est très malin, c'est de combiner 3 temporalités différentes dans un même film, et ces 3 temporalités finissent par se rejoindre dans un moment final, en fait. C'est ça qui est très intéressant en termes de montage. Le montage va influencer directement la psychologie du spectateur, vous le comprenez, orientant ses émotions et ses attentes et ses perceptions. Si on utilise des coupes soudaines pour surprendre, on peut utiliser des montages longs pour intensifier la tension, l'émotion. Shining va utiliser justement le montage pour plonger le spectateur dans une atmosphère d'angoisse. Je vous invite aussi à vous mater Shining pour voir un peu comment le montage est fait pour
en théorie, en tout cas, même si ça fait plus peur aujourd'hui The Shining, pour voir comment c'est utilisé pour surprendre et effrayer le spectateur. Sur la psychologie des personnages, le montage peut révéler l'état mental d'un personnage en adaptant le rythme ou la fluidité des scènes. On peut utiliser des plans saccadés, comme on l'a dit, hein, pour des personnages instables, des plans longs pour des moments de calme intérieur. Justement dans Taxi Driver, le film de Martin Scorsese, le montage accentue l'isolement et la dérive psychologique de Travis Bickle. Vous pouvez le voir justement, n'hésitez pas à voir des extraits pour voir comment le montage amplifie son côté chute libre. Sur la fluidité, un montage fluide permet de suivre facilement l'action et renforce l'immersion, pourquoi pas avec des transitions douces et des raccords invisibles, comme on l'a vu, pour maintenir l'unité visuelle et narrative. Hein. Pareil, autre film qui a simulé tout un plan séquence, c'est le film 1917, hein, qui utilise des raccords invisibles justement pour créer une immersion continue. Donc c'est un faux long plan séquence qui est très bien fait aussi, très bien réalisé, qui rend le film très immersif justement. Donc n'hésitez pas aussi à regarder 1917. Sur la narration visuelle, le montage contribue à raconter l'histoire par l'image, évidemment, en rendant parfois le dialogue secondaire. Euh, c'est mon point de vue, et c'est pas que le mien en tout cas, c'est que l'image au cinéma est plus puissante que la parole. C'est d'abord un médium d'image, hein, le cinéma, c'est comme ça qu'il est né. Euh, et on peut y introduire justement des éléments clés comme des métaphores ou des symboles. En Drive, le montage lent et minimaliste laisse l'image justement guider l'émotion. Il ne parle pas beaucoup, le personnage principal, mais ça crée une ambiance, ça crée une narration particulière, un message particulier, et donc une émotion particulière chez le spectateur. Sur la durée des plans, la longueur d'un plan peut influencer l'attention et l'émotion, on l'a dit, hein, les plans longs pour intensifier l'immersion, des plans courts pour accentuer le rythme. Dans Les Fils de l'Homme, les longs plans séquences plongent le spectateur dans l'action sans interruption, et quand il faut accélérer la cadence, on accélère la cadence avec des plans plus courts. Le montage est le point de vue subjectif. Hein. Le montage peut nous placer dans la perspective subjective d'un personnage, nous permettant de ressentir ce qu'il ressent. On va utiliser pourquoi pas des points de vue en caméra subjectif avec des coupes qui suivent les émotions du personnage. Par exemple, dans Black Swan, ça utilise à un moment donné un montage subjectif pour illustrer la désorientation de Nina. Vous pouvez voir cette séquence. Donc on voit d'abord un plan large où le personnage de Vincent Cassel parle avec le personnage de Nathalie Portman. En fait, elle danse, elle tourne sur elle-même quand elle est en train de faire du ballet. Elle danse, elle tourne sur elle-même. Et donc, il faut le voir en vidéo évidemment, quand elle tourne sur elle-même, la caméra passe en vue subjective et on voit le personnage de Vincent Cassel tourner comme si c'est le personnage de Nathalie Portman qui regardait Vincent Cassel en fait. Donc, on passe de l'un à l'autre, donc c'est très malin comment c'est fait pour passer d'un point de vue subjectif. Et là, le montage crée cette transition de nous plonger en fait dans l'état d'esprit très désorienté de Nina en fait. Sur les émotions contradictoires, le montage peut juxtaposer des émotions contradictoires pour créer un effet de décalage ou de malaise. L'idée c'est de couper entre des scènes joyeuses et sombres, utiliser la musique pour contraster avec l'image. Par exemple dans American Beauty, il va utiliser des montages et des contrastes de ton pour exprimer la complexité émotionnelle des personnages. Typiquement, vous voyez, ça peut être des moments c'est très utilisé aussi, par exemple, à un moment de tension maximale à l'image, utiliser une musique joyeuse, ça va créer, pourquoi pas, une émotion contradictoire, ou inversement, utiliser une musique très triste à un moment joyeux, ça va créer, avec un montage spécifique, une émotion contradictoire chez le spectateur. Sur les dialogues, le montage des dialogues dicte le rythme des échanges et influence la dynamique entre les personnages, évidemment, avec des coupes courtes pour créer une sensation d'urgence ou d'excitation, et des temps de silence. Il faut jouer sur les temps de silence pour ajouter de la tension ou de l'émotion. On peut le voir à droite hein, sur The Social Network. Le montage des dialogues est rapide et précis, ce qui va ajouter de l'intensité aux interactions verbales. Il faut éliminer en fait le superflu, donc retirer les éléments inutiles pour garder l'essentiel de la narration et maintenir le rythme. Il faut couper le gras en fait dans la narration. Des fois, il y a des choses d'un point de vue visuel en termes de montage qui n'ajoutent pas grand-chose, et même qui ralentissent la cadence. Donc supprimer des scènes ou des dialogues qui ne contribuent pas finalement à l'intrigue. Il ne faut pas être attaché, des fois on s'attache, mais il ne faut pas être attaché, il faut que votre montage soit efficace in fine. Et pourquoi pas utiliser des coupes sèches pour aller à l'essentiel. Des fois, je vous ai dit, hein, couper de manière sèche une action, on n'est pas obligé de voir.
il faut comprendre que toute structure narrative, que ce soit une séquence, une scène ou tout un film, c'est un début, un milieu et une fin. Donc justement, je vous invite, si vous voulez voir comment écrire de façon performante, je vous invite à vous inscrire au programme Scriptonaut, un cours sur l'écriture. C'est pareil, on utilise en fait des techniques de montage sans monter, mais juste en écrivant, même sur le scénario. Hein. Et donc en l'occurrence, toute structure narrative est basée sur un début, un milieu, une fin. Introduction, développement et un dénouement. Et bah, des fois, sur le montage, on peut voir le début d'une scène commencer, on a un développement, et au lieu de voir le dénouement, on peut couper net. Ce qui va, avec la séquence qui suit, dynamiser le montage. Ou des fois, inversement, on n'est pas obligé de commencer par l'introduction. On peut passer directement à l'action et on voit le dénouement. Et après, on passe à une autre séquence. Jouer là-dessus, ça permet de dynamiser son montage et de rendre son montage beaucoup plus intéressant et rythmé. En fait, parce que les personnes qui sont sensibles et qui font de la musique en même temps seront encore plus sensibles. Malheureusement, c'est pas mon cas. J'aurais bien aimé faire de la musique, ce n'est pas mon cas, mais les personnes qui sont sensibles à la musique, au rythme, vous allez être encore plus sensible à la rythmique en termes de film, parce que c'est ça qui se joue. Il y a un rythme dans un film, comme un rythme musical, et ça se sent par le spectateur. Alors le montage très rapidement par genre, donc on l'a dit, hein, les techniques de montage dans l'action. Le montage dans les films d'action, c'est très rapide, des coupes rapides, des raccords dynamiques, des effets visuels percutants, typiquement dans John Wick. Dans les scènes d'action intenses, on va accélérer des coupes lors des moments de haute tension, on va superposer plusieurs plans d'action, utiliser des ralentis, pourquoi pas, pour souligner des actions clés. Hein. Par exemple, dans le Dark Knight, hein, on a un montage alterné avec des plans resserrés qui vont créer une tension palpable lors des confrontations. Dans les scènes poursuites, le montage intensifie l'action et l'urgence dans les scènes de poursuite, ce qui va créer une immersion. On va utiliser des coupes rapides pour simuler la vitesse et le danger, alterner des points de vue pour suivre chaque protagoniste de près. Hein. C'est très utilisé dans la trilogie de la mémoire dans la peau, donc de Jason Bourne. N'hésitez pas à voir les petites séquences aussi de course-poursuite en France. Sur les films d'horreur, le montage dans l'horreur est essentiel pour créer la peur et le suspense, hein, souvent avec des coupes inattendues ou des plans soudains. Le fameux jumpscare, hein, vous savez, où il y a un monstre qui sort comme ça d'un coup et qui vous fait peur. Euh, on peut alterner des rythmes très lents et des coupes rapides, justement. Dans le Massacre à la tronçonneuse, on utilise un montage saccadé et brutal lors de la scène du dîner, qu'on voit à droite, en alternant justement des gros plans et sur les visages terrifiés de Sally et les rires grotesques de la famille qui créent un malaise, justement, et qui intensifie l'horreur et l'inconfort. Dans le film noir, le montage ici contribue à créer des ambiances sombres et mystérieuses, qui va jouer souvent avec l'ombre et la lumière. C'est un montage plutôt lent et étudié, souvent synchronisé avec les jeux de lumière et les angles sombres. Le Faucon Maltais, qu'on voit à droite justement, utilise un montage qui accentue les contrastes ici. On peut le voir avec des gros plans, etc., des plans d'insert, ce qui va renforcer l'atmosphère mystérieuse. Dans les comédies, le montage joue un rôle essentiel dans le timing. Hein. En fait, l'humour, c'est un sens du timing finalement aussi, donc pour maximiser l'effet comique. Par exemple, pourquoi pas couper juste après la punchline pour un effet d'impact en fait. Utiliser des sauts dans le temps pour créer des surprises. Dans le film Hot Fuzz qu'on voit à droite, utilise le montage rapide pour amplifier les effets comiques et jouer sur l'absurde. C'est très drôle, hein, je vous invite à voir cette séquence qui est très très drôle. Donc c'est très intéressant comment c'est utilisé parce que on a l'impression que c'est un film réaliste, en fait c'est un film totalement humoristique, Hot Fuzz. Dans les thrillers, le montage dans le thriller manipule la perception pour surprendre le spectateur en lui cachant des éléments ou en jouant sur ses attentes. L'idée ici c'est d'alterner entre des points de vue pour garder l'incertitude. On a différents points de vue, donc on ne sait pas qui est responsable par exemple d'un meurtre, etc. Avoir des montages pourquoi pas inversés ou discontinus pour un effet de mystère, hein, dans Gone Girl justement, qu'on voit à droite. Ça utilise des retours en arrière, un même plan, ce même plan qui va être tourné de deux façons différentes pour maintenir justement l'ambiguïté et la vérité des événements justement. Dans les films de guerre, ça sert à renforcer l'intensité des scènes de combat et à faire vivre l'angoisse des champs de bataille. On va utiliser des coupes rapides, un peu des scènes d'action finalement, pour simuler la confusion et le chaos, avoir un montage alterné pour montrer différents fronts de bataille. Hein. Typiquement, regardez la séquence d'ouverture du film Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. C'est assez impactant et c'est une leçon à part entière des films de guerre.
La transition entre les genres par les montages, c'est de plus en plus utilisé, hein, c'est très malin aussi. Donc le montage peut guider la transition entre les genres au sein d'un même film, hein, on peut passer d'une ambiance comique à un moment donné à un film dramatique. Ça permet de surprendre justement le spectateur et de complexifier la narration en ajoutant des couches d'émotion. Typiquement, je vous invite à le voir, un excellent film qui a été oscarisé, Parasite, qui utilise le montage pour, tout d'abord, vous allez le voir sans vous spoiler, passe d'une comédie sociale au tout début, c'est très léger, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, on passe à une autre tonalité, et ça devient un thriller, en fait, et c'est marqué aussi par le montage, le rythme du montage. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, ce cours est terminé, et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.